faut qu'Israël mette fin d'abord à l'occupation et retire ses colonies de la Cisjordanie. Plus de temps et plus de temps passé à négocier comme on a fait avec les accords d'Oslo qui n'a donné strictement rien. C'était aussi une façon de sortir de l'impasse dans laquelle ils ont été mis par les accords d'Oslo. Et donc il y a cette volonté-là aujourd'hui de dire, maintenant, il faut vous décider. Et donc, de mettre aussi au pied du mur tous les parrains, entre guillemets, de ces accords d'Oslo. Après, les accords d'Oslo avaient été mis en place, qu'on a appelé le quartet, qui était composé des Nations Unies, des États-Unis, de la Russie et de l'Union européenne, qui n'ont évidemment strictement rien fait. Donc, s'il faut dégager des solutions politiques, pour les Palestiniens, c'est de dire on ne peut pas discuter pendant que l'occupation se poursuit, c'est fin de l'occupation. Et là, on va voir comment on met en place effectivement une transition réelle. Et la deuxième, c'est que on ne veut pas de plans qui soient élaborés à l'extérieur. Il y a beaucoup de plans qui sortent. J'ai fait un article moi-même sur un document qui circulait à Ramallah. Je pense que c'est plus des choses qui tournent, qui sont envoyées par des services de renseignement pour tester, pour sonder un peu et l'opinion publique et les dirigeants politiques palestiniens sur les différentes configurations, les différentes figures politiques qui pourraient en sortir. Et donc, parce qu'évidemment, Mahmoud Abbas a 88 ans, il y a un certain nombre de dirigeants qui sont en prison, d'autres ne le sont pas. Donc évidemment que dans les têtes, savoir qui va remplacer, qui va être dirigeant demain, qu'est-ce qui va se passer. C'est d'autant plus la question que même Biden, il y a 2 jours, a même dit, ce qui est très rare quand même, il a même dit qu'Israël devrait changer de gouvernement. Donc c'est qu'ils sont quand même en partie embêtés. Et donc, dans cette bataille-là, il y a évidemment la bataille pour la libération d'un certain nombre de dirigeants. Et nous, évidemment, particulièrement, on pense à Marwan Barghouti, qui est un dirigeant du Fatah, qui est en prison depuis 2002. Donc ça fait 21 ans maintenant. Comment ? Qui était un parlementaire, qui a été arrêté à Ramallah de manière totalement illégale, qui a été jugé par un tribunal qui n'est pas légal non plus de toute manière, qu'il a refusé de reconnaître. Donc il a été condamné à 3 fois la prison à vie, plus 18 ans, je crois. C'est un peu à l'américaine. On cumule les peines. Donc il y a une vraie bataille, parce que la bataille pour l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens est un vrai truc. Si on parle comme ça, bien sûr, il y a les otages qui sont ce qu'on appelle les otages, c'est-à-dire ceux qui ont été capturés lors du 7 octobre. Un certain nombre sont morts aujourd'hui, non pas tués par le Hamas, mais tués par les bombardements. Certains ont été récupérés d'ailleurs, mais il y a aussi des échanges qui sont faits. Okay. Ces échanges ont permis effectivement de faire libérer un certain nombre de prisonniers. Vous lirez dans l'UMA, je pense la semaine prochaine, tout un ensemble sur les prisonniers, sur la question même des prisonniers, parce que j'ai rencontré des gens qui ont été arrêtés après le 7 octobre, des Palestiniens qui ont été arrêtés le 7 octobre, et des Palestiniennes arrêtées après le 7 octobre, qui racontent comment elles ont été traitées. Des prisonniers qui ont été libérés au moment de l'échange, grâce à l'échange, qui parlent du changement de comportement dans les prisons à partir du 7 octobre. Comment ils se faisaient tabasser tous les jours, comment on leur donnait quasiment plus à manger, enfin bon bref, les brimades au quotidien. Et vous verrez le portrait d'une jeune femme qui est rentrée en prison à l'âge de 16 ans, qui en est sortie 8 ans après, au moment d'un échange, donc qui a passé 8 ans en prison. Donc des gens dont on ne parle jamais. Il y a 7000 prisonniers politiques palestiniens aujourd'hui, dont plus de 1200 qui sont en détention administrative, c'est-à-dire qu'ils sont incarcérés sans jugement, sans que leur dossier ne soit connu ni d'eux-mêmes ni de la part de leurs avocats. Donc un emprisonnement de 6 mois qui peut être renouvelé autant de temps que le juge militaire le décide. Donc la libération des prisonniers politiques palestiniens, c'est une partie intégrante du combat, parce que ce n'est pas une question qui va venir après. Parce qu'on comprend bien que
n'y a pas 7000 terroristes qui sont en prison, même si Israël les appelle des terroristes. Donc la libération de ces prisonniers, ça fait partie intégrante de la reconnaissance du droit au peuple palestinien de se battre. Et j'ai essayé de dire un peu les difficultés qu'il y avait à trouver des voies de lutte aujourd'hui face à un occupant tenace, quand même, parce que même si on remonte qu'à 1967, ça fait quand même 56 ans maintenant, et si on remonte à 48, ça fait 76 ans. Donc c'est quand même très compliqué. Il y aura besoin de toute la solidarité, je pense, de progressistes, de gens comme vous. Et surtout, cette solidarité, elle peut s'exercer à travers une meilleure compréhension de ce qui est en jeu, de ce qui se passe, de qui est qui, et de ce qui peut advenir demain. Et on voit bien aujourd'hui, si certains ont douté, la force du mouvement de l'opinion publique, parce que c'est ça qui force. Si les États-Unis ont mis leur veto, je pense que c'est la dernière fois dans ce dossier, dans cette période-là, qu'ils vont le faire. On voit même les Britanniques sont obligés de s'abstenir, eux qui sont toujours aussi suivistes de la part des Américains. Et même la France a aussi bougé, malgré les premières déclarations et le voyage ridicule de Macron au Proche-Orient au début, juste après le 7 octobre, où il voulait mettre en place une grande coalition internationale, donc où il faisait lui aussi le parallèle entre Hamas et Daesh, ce qui n'aide absolument pas à comprendre. Voilà. Bon, on vous remercie pour votre participation.